L'invité de la grande interview, Nicolas Bavrez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, économiste, essayiste. Ce week-end encore, on a parlé de Donald Trump. Alors pas forcément le Donald Trump qui fait la guerre, mais plutôt le Survivor, qui fait l'objet de multiples tentatives d'assassinat maintenant, dans un contexte où sa popularité commençait à s'éroder justement à cause du prix du pétrole. Est-ce que ça peut être un événement salvateur pour les prochains midterms ? Je pense qu'en tout cas pour lui, c'est un répit inattendu et d'une certaine manière miraculeux. Pour en faire bonne fortune, ouais. Donc ça ne va pas régler les problèmes de fond qui sont majeurs, puisque à travers la guerre commerciale absurde sur les droits de douane, en fait, il appauvrit massivement le consommateur américain, qui est celui qui paye, 2 400 $ par ménage. Il a relancé l'inflation alors même que c'était un des motifs de son succès face à Kamala Harris. Et donc, sur le plan stratégique, on y reviendra, mais il est dans une impasse complète en Iran. Et sur le plan intérieur, c'est vrai que les midterms se présentent sous un jour extrêmement compliqué. Oui, parce que la semaine dernière, on avait ce sondage, 2/3 des Américains qui tiennent Donald Trump pour responsable de l'augmentation des prix de l'essence. Et on sait que les Américains ont les yeux sur le porte-monnaie et de ce porte-monnaie dépend leur vote en fait. L'Américain est parfaitement, le consommateur américain est rationnel. Donald Trump est responsable de l'augmentation des prix en général à cause des droits de douane. 94%, ça a été payé par le consommateur américain, ce que tout le monde savait. Et par ailleurs, aujourd'hui, évidemment, il est tenu aussi responsable de l'augmentation du prix de l'essence, puisque, en fait, les États-Unis sont dans une situation particulière. C'est le premier producteur mondial d'hydrocarbures, c'est le premier exportateur, mais le prix est mondial. Donc, il n'y a pas de problème de pénurie aux États-Unis. En revanche, il y a un problème de prix. Oui, ils se prennent toute cette hausse. Donald Trump au Moyen-Orient, en Iran, peut-il encore obtenir le deal économique qu'il espère pour se faire rembourser aussi ? Parce que forcément, ça coûte cher aussi, la guerre qu'il a menée là-bas pendant des semaines et des semaines, pour le moment, qui est à l'arrêt. Mais encore une fois, ça peut changer d'un jour à l'autre. Non, mais c'est plus grave qu'un deal économique. Pour l'instant, il est vraiment dans une impasse. C'est-à-dire que c'est un conflit asymétrique. Les Américains ont gagné la bataille sur le plan militaire, mais ils ont pour l'instant perdu la guerre. C'est-à-dire que dans un conflit asymétrique, le fort qui ne gagne pas perd, et le faible qui ne perd pas gagne. Aujourd'hui, c'est clairement l'Iran qui gagne. Pourquoi ? Parce qu'aucun début de guerre américain-israélien n'a été atteint. Le régime, certes, il y a une révolution à l'intérieur du régime, si je puis dire, c'est-à-dire que maintenant c'est une vraie dictature militaire avec les gardiens de la révolution qui ont pris le pouvoir par rapport aux mollahs, mais ils sont d'une certaine manière plus durs et peut-être plus dangereux. Le nucléaire, pour l'instant, l'Iran garde, on ne sait pas où, mais c'est 440 kilos d'uranium enrichi qui permettent de faire 12 bombes atomiques. Sur le balistique, l'arsenal est diminué, mais toujours présent. Sur les drones, c'est la même chose. Et donc, ces buts n'ont pas été atteints. Et par ailleurs, ce qui est arrivé, c'est quelque chose de dramatique pour les pays du Golfe et de très inquiétant pour l'économie mondiale, c'est que, de fait, l'Iran a pris le contrôle du détroit d'Ormuz. On a ce double blocus. Et côté américain, si vous voulez, on a un président qui est quand même délégitimé, des institutions qui sont également qui montrent leur fragilité. Les alliances des États-Unis, que ce soit dans le Golfe, en Europe ou en Asie, sont dans un état pitoyable. Oui, et la Chine est la grande gagnante de tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est elle qui paraît comme la superpuissance responsable et comme un pôle de stabilité. On va y revenir, mais je parlais de deal économique parce que le deal politique, effectivement, tant qu'il n'y a pas de changement de régime en Iran, il ne peut pas vraiment arriver. En revanche, il peut essayer de négocier. Le deal politique, il peut arriver. On en a d'ailleurs eu un exemple sur ce fameux accord sur le nucléaire iranien de 2015 qui a été ensuite
démantelé par Donald Trump, qui est incapable de trouver aussi bien aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, le changement de régime, ça, on est bien d'accord que malheureusement, dans les rares certitudes de ce conflit, le grand perdant, c'est aussi le peuple iranien, qui va rester sous la tutelle de ce régime abominable qui est maintenant donc dirigé par les gardiens de la Révolution. J'allais dire le fait, ce qui était déjà assez largement le fait. Mais donc derrière, sur le nucléaire, il y aurait la capacité, et sans doute aussi ce qui est clé, y compris pour l'Europe, parce qu'on a quand même vu que les Iraniens ont la capacité aujourd'hui d'atteindre des capitales européennes avec les tirs qu'ils ont faits. Et donc, il y a un intérêt majeur, y compris pour l'Europe, à ce que l'arsenal balistique iranien soit encadré. Puis il y a la dernière chose sur la partie politique, c'est ce qu'on appelle les proxys, donc concrètement les Houthis et le Hezbollah. Donc les Houthis sont fondamentaux parce que c'est eux qui menacent la mer Rouge et l'autre détroit clé qui est Bab el-Mandeb. Et le Hezbollah, c'est la partie du conflit dont on parle moins aujourd'hui, avec à la fois un espoir et de grandes difficultés, ce serait qu'un accord de paix arrive à se nouer entre Israël et le Liban, mais ça suppose effectivement le désarmement du Hezbollah, sur lequel, pour l'instant, personne ne sait. Là aussi, il y a des blocages. Voilà, et personne ne sait comment faire de manière effective. Même les Israéliens ont été surpris des capacités militaires que le Hezbollah avait conservées. Sur Hormuz, le volume de marchandises qui transite par le détroit s'est maintenant effondré de 96% depuis le début du conflit. Un double blocage en fait maintenant, puisqu'il y a aussi les Américains qui bloquent les ports iraniens dans le but justement que ça coûte encore plus à l'Iran. Est-ce que c'est une arme économique suffisante pour affaiblir encore une fois le régime ? Non, parce que là encore, c'est asymétrique. C'est-à-dire que l'Iran est un pays qui est un pays en guerre intérieure et extérieure depuis quasiment un demi-siècle. Donc, malheureusement pour les Iraniens, la capacité à être opprimé, voilà, et y compris à faire face à des pénuries d'eau, d'électricité, de nourriture. Malheureusement pour eux, ça n'est pas une situation qui est entièrement neuve. De l'autre côté, les dommages faits à l'économie mondiale, ils sont gigantesques. On a peu parlé des États-Unis, mais ce que dit le président de Total Energy est exact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pénuries, on les a déjà en Asie. On a déjà des rationnements en Asie, évidemment. Voilà, oui. Les pénuries de kérosène, le prix du baril, il est à $150 à Singapour, il est à $260 au Sri Lanka, et il y a beaucoup de pays où on commence à avoir des pénuries. L'autre chose, c'est que tout le monde a les yeux rivés sur le pétrole et le gaz, ce qui est normal, parce que, évidemment, ce sont les matières premières les plus utilisées. Mais derrière, il y a tous les dérivés de la pétrochimie, il y a les engrais, il y a l'aluminium, il y a l'hélium. Tout ça, le Golfe avait pris une part de marché absolument déterminante. Ce qui veut dire que ce qu'on avait déjà vu avec la Russie et l'Ukraine, aujourd'hui, on est potentiellement en train d'organiser une crise alimentaire mondiale majeure pour 2027 si les engrais azotés ne peuvent plus recirculer. Et les pénuries qui, pour l'instant, concernent l'Asie, elles vont arriver tôt ou tard en Europe et dans le reste du monde. J'ajoute que les autres pays dont on parle peu, mais qui sont très durement touchés, c'est tous les pays du Sud, par exemple les pays africains. Ceux qui sont producteurs de pétrole et d'hydrocarbures s'en sortent évidemment plutôt bien, donc l'Algérie, le Nigeria, ou l'Angola, peut-être demain aussi le Mozambique, mais ceux qui sont des pays consommateurs dans les pays émergents souffrent énormément. Et donc ceux-là, on l'avait déjà vu pendant la Covid, on l'a vu pendant la guerre d'Ukraine, ceux-là vont se trouver dans une situation extrêmement difficile. Donc c'est pour ça qu'il y a une asymétrie complète et qu'il ne faut jamais oublier qu'avec le développement de ces pays du Golfe, évidemment, cette région est cruciale pour le pétrole,
mais elle est un peu moins que dans les années 70, puisque la part a diminué, la part de l'OPEP est revenue à peu près à 30%, mais en revanche, le Golfe est aussi très important pour beaucoup d'autres productions, dont l'agriculture. Comment la Chine peut être touchée? Elle l'est déjà parce que les pays asiatiques sont plus fortement touchés pour le moment par la pénurie énergétique à venir et des mesures d'ailleurs de rationnement ou alors de subvention aux consommateurs. Mais est-ce que en fait c'était volontaire de la part de Trump de viser la Chine de cette manière-là? Alors, qui achète du pétrole à l'Iran? Exactement. Donc, c'est vrai qu'après le Venezuela, qui est un autre gros fournisseur de la Chine, l'attaque de l'Iran, évidemment, avait la Chine en ligne de mire. Mais je pense que pour l'instant, en tout cas, c'est le problème, si vous voulez, d'une absence complète de stratégie, même quand on dispose du meilleur appareil militaire du monde. La Chine, pour l'instant, elle est du côté des gagnants. C'est vrai que sur le pétrole, elle va devoir faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire, parce que les Chinois ont beaucoup développé le commerce avec la Russie, mais ils font très attention à ne pas dépendre de la Russie. Bon, là, vous savez qu'il y a le doublement du fameux pipeline de l'amitié entre les deux peuples, là, et le doublement que voulaient beaucoup les Russes, mais sur lequel les Chinois était assez prudent parce qu'il ne voulait pas rentrer dans une situation de dépendance vis-à-vis de la Russie, même sur le pétrole. Bon, ça va évidemment être considérablement accéléré. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en réalité, les Chinois maintenant se préparent depuis plus d'une décennie à résister aux sanctions américaines et à pouvoir vivre en quasi-autarcie. Donc, eux ont 200 jours de stock de consommation de pétrole devant eux. Par ailleurs, ils ont réaccéléré le charbon. Ils poursuivent un programme nucléaire très important. Et puis, c'est les leaders mondiaux sur l'électrification, avec une production qui est avec de plus en plus de nucléaire et de renouvelables, et puis surtout avec des équipements, des villes qui sont équipées, tout un réseau qui est équipé pour les véhicules électriques, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant en Occident, et avec un leadership maintenant dans toutes ces industries de la transition énergétique et écologique. Et le dernier gain de la Chine, qui est politique, mais qui est très important, c'est que les Chinois développent un discours et qui est notamment entendu par les pays du Sud, surtout ceux qui sont très fortement déstabilisés aujourd'hui, qui est de dire, regardez l'Occident, d'abord ils sont divisés, ils se battent, ce sont des gens qui sont irresponsables sur le plan de la gestion de l'économie mondiale, et ce sont des gens qui recourent de manière démesurée et irréfléchie à la force armée, et qui veulent pas s'engager et qui prennent et donc venez faire de la stabilité avec nous. Vous avez le régime politique que vous souhaitez, et nous, on va vraiment faire de la stabilité économique, de la stabilité monétaire en dédollarisant tout ça, de la stabilité financière avec des emprunts qui ne sont pas conditionnés. Et ce discours de la Chine de dire la stabilité aujourd'hui, elle est chez nous, la déraison, les risques, la volatilité et l'imprévisibilité sont du côté de l'Occident et notamment des États-Unis, c'est un discours qui porte, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il est appuyé sur des faits. Et c'est pour ça que dans le sommet qui a été reporté entre Xi Jinping et Donald Trump, qui a été normalement reporté à la mi-mai, Xi Jinping va arriver dans une position extrêmement forte. La place de la France dans tout ça, on a vu Emmanuel Macron qui quand même tentait de faire des efforts, notamment pour améliorer le trafic maritime au Moyen-Orient. Est-ce que cela sert? Comment ces efforts sont perçus? À vrai dire, pour l'instant, les efforts de la France ne sont pas très... Suivi? Non, mais pas très opérationnels, puisque oui, ça reste des paroles. Voilà, dire qu'on va aider au trafic d'Ormuz une fois que la paix sera conclue, c'est très bien. Ça veut dire qu'on intervient après la guerre. Mais voilà, alors il y aura des choses à faire, notamment parce qu'en matière de guerre des mines, c'est vraiment les Européens qui ont le savoir-faire. Donc
on sait qu'une partie du détroit a été minée. Et très franchement, contrairement à ce que raconte Donald Trump, il n'y a que les Européens qui puissent, de manière efficace, sûre, déminer Hormuz. Donc ça ne veut pas dire que c'est... Et il y a un pays qui est très important, qui est pour la France, qui est le Liban. Et c'est vrai que on a quand même, si vous voulez, on a une position ambiguë de la France, parce qu'il y a une occasion historique de faire la paix, mais ce qui suppose, pour faire la paix, il faut aussi pouvoir parler avec Israël. Or, la France est devenue un interlocuteur que Israël refuse, notamment. Et il faut reconnaître que les Israéliens ont quand même un point, c'est-à-dire que la reconnaissance de l'État palestinien, c'était une constante de la diplomatie française, mais elle avait toujours été conditionnée. Le fait de lever toutes les conditions, en plus, dans le contexte postérieur au 7 octobre, c'est très contestable. Et c'est vrai que ce soit vis-à-vis du régime des Mollahs ou vis-à-vis du Hezbollah, la diplomatie française a une complaisance qui est quand même étonnante. Et je rappelle que le Hezbollah, c'est quand même l'attentat contre le Drakkar. Il y a encore 2 de nos soldats qui ont été tués récemment. Et on continue à faire comme si il y avait une... C'est-à-dire que la France devrait plus intervenir dans cette guerre pour faire valoir justement et défendre les intérêts français qui ont été évidemment touchés. Non, mais je pense que sur le Liban, sur le Liban, il y a une chose importante à faire, c'est de s'associer à tous les efforts pour arriver à une paix entre le Liban et Israël. Ça veut dire aider à la démilitarisation du Hezbollah. Exactement. Et ça, on peut par exemple le faire en équipant, alors pas la France seule, mais l'Europe peut par exemple apporter un appui logistique, opérationnel, de renseignement à l'armée libanaise. Ça serait des efforts extrêmement concrets et qu'on peut faire. Pour l'Iran aujourd'hui, il faut reconnaître que à tort ou à raison, ça va se terminer comment ? Les Européens sont marginalisés. Mais ce qui est d'ailleurs dommage, parce que si vous reprenez la négociation de 2015, elle a duré 10 ans pour arriver à un accord avec les Iraniens, et les Européens avaient eu un rôle qui avait été un rôle extrêmement... accord signé à Vienne. Extrêmement important, voilà, et dénoncé en 2018 par Donald Trump. Donc, en fait, diplomatiquement, l'Europe ou la France pourrait jouer un rôle. Mais pour l'instant, ça n'est pas du tout le cas. Et d'une manière générale, c'est vrai que la limite, si vous voulez, c'est que pour parler, c'est ce que disait Elie Halevi, il disait « Sans la menace de la force armée, la diplomatie n'est que jappement de roquet ». Et donc, quand on est dans ce genre de situation, on compte si on est capable de mettre en jeu la menace de la force. Et aujourd'hui, les Européens, en tout cas dans ces régions, en sont incapables. Et la France est quand même celle qui est la plus capable. On a dépêché d'ailleurs le porte-avions au large. Alors à vrai dire, ce qu'on a fait, ce n'est pas tellement le porte-avions. Ce qui est important, c'est qu'on a des accords de défense avec les monarchies du Golfe. Et c'est vrai que, dans la mesure de nos moyens, on a essayé d'honorer ces accords de défense, qui nous mettent d'ailleurs en risque parce qu'on a tiré pratiquement la moitié du stock de missiles de l'armée de l'air. Mais c'est vrai que la France, on a vu les limites, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu de retard, mais c'est cet engagement qui est le plus important pour l'instant dans la région, et qui d'ailleurs nous a permis quand même de marquer des points, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les États-Unis n'ont pas été très performants sur le plan de la sécurité des monarchies du Golfe. On peut même dire que, parce que dans les pays... Ce sont les Rafales qui ont aidé à... Oui, il ne faut jamais oublier que la fermeture d'Ormuz, ça veut dire que tout le ravitaillement de ces pays, qui est essentiellement fait par voie maritime, est bloqué. Et c'est là où je pense que ça peut ouvrir des choses positives pour la suite, c'est que en fait, tous les alliés des États-Unis sont aujourd'hui dans le même problème que les Européens. C'est-à-dire que plus personne ne peut s'en remettre aux États-Unis, ni pour la gestion du capitalisme, ni pour la sécurité. Il faut être souverain. C'est-à-dire que les politiques qui ont été conduites par un pays comme la Chine,
il faut les conduire, évidemment en Europe, en les mettant au service de la liberté. Comment ça va se terminer entre l'Iran et les États-Unis, sous combien de temps? Personne n'en sait rien. Ce qui est vrai, c'est que le temps joue maintenant pour les Iraniens. Pourquoi? Parce que Donald Trump, une fois retombé effectivement l'émotion sur la nouvelle tentative d'attentat dont il a été la victime, Trump a une énorme contrainte. Il a d'abord maintenant, à partir, j'allais dire, de cette semaine, puisqu'au bout de 2 mois, à cause du War Act de 1973, il doit demander l'autorisation du Congrès. Donc, comme on a commencé ça, c'est le 28 avril. Donc, ça arrive quand même très vite. Ensuite, il a le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, le 4 juillet. On voit mal qu'il puisse lancer les festivités qu'il a en tête. Ça le fera mal d'être embourbé. Et puis, il y a les midterms. Et puis, il a toute l'économie mondiale qui est quand même en train de déraper avec les risques majeurs dont on a parlé. Les Iraniens, comme on l'a dit, pour l'instant, ils ont tout préservé, le régime, le nucléaire, le balistique, les drones, affaiblis fortement pour balistique et drones, mais toujours présents. Et en plus, ils ont mis la main sur Hormuz. Oui, donc pour le moment, c'est l'Iran qui gagne. En tout cas, eux, ils ont le temps. Parce qu'ils ont par ailleurs une population qui est malheureusement, c'est horrible pour elle, mais qui est complètement terrorisée. Ils ont réussi à tuer 35 000 personnes en 2 jours dans un pays, ce qui a été fait en janvier. C'est malheureusement, en matière de répression intérieure, ils ont mis la barre très haut. Oui, finalement. Les mollahs. Et si vous voulez, avant d'aller, on peut dire beaucoup de choses, mais une population désarmée face effectivement à un régime qui a montré à quel point il était surarmé et qui ne se fixe aucune limite dans la terreur qu'il peut appliquer à la population, puisqu'il continue par ailleurs à pendre à tour de bras. Et pas encore de défection, en fait, c'est ça aussi qui frappe dans ce régime iranien. Et à un moment, on pensait justement qu'il allait pouvoir s'ébranler de l'intérieur, ce qui n'est pas le cas. Non. En fait, il y a eu un changement à l'intérieur du régime, c'est ce que je disais, c'est plus les mollahs qui ont la main, ce sont les gardiens de la révolution. Mais par certains côtés, c'est moins religieux, mais c'est encore plus de l'Iran est peut-être encore plus dangereux après qu'avant. Plus militaire. Merci beaucoup à Nicolas Bavrez pour cet éclairage sur le plan international. Merci à vous. Merci beaucoup.